Peu de personnes peuvent se vanter d'avoir changé la face du monde, et encore moins peuvent prétendre avoir tracé une ligne dans les livres d'histoire avec une encre aussi indélébile que celle de Guillaume le Conquérant. Imaginez un monde où les destins des rois et des reines, des nations et des empires ont été redessinés par un seul homme. Un homme dont l'ambition et la détermination étaient aussi vastes que les horizons qu'il convoitait. Ce récit, c'est celui de Guillaume le Conquérant, un homme dont la quête de pouvoir animée par une ambition extraordinaire va façonner l'avenir et transcender son époque, se lançant dans le projet fou de conquête de l'Angleterre, marquant l'histoire à jamais, cela changeant à jamais le visage de l'Angleterre et plus globalement celui de l'Europe. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Salut à tous. Nélec. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un homme d'une importance capitale dans l'histoire de l'Angleterre et de l'Europe. Un personnage pas si connu que ça du grand public, comparé aux accomplissements qu'il a pu réaliser. À l'origine un bâtard duc de Normandie, Guillaume va se lancer en 1066 dans la mémorable conquête de l'Angleterre. On va donc voir pourquoi Guillaume a foutu un tel boxon en Angleterre, et quels changements a-t-il apporté au sein de ce territoire, et plus généralement en Europe. Mais tout d'abord, contexte. Pour comprendre le rôle qu'a eu Guillaume en Europe, ainsi que sa volonté de conquérir l'Angleterre, il faut remonter quelque temps en arrière. À la fin du 8e siècle, les royaumes saxons, correspondant à l'Angleterre actuelle, subissent les raids des Vikings venus du nord. À partir de 799, les Vikings s'aventurent de l'autre côté de la Manche et commencent à piller les côtes du royaume franc, et remarquent assez vite qu'il y a plus de richesses à piller chez les Francs que de l'autre côté de la Manche, chez les Saxons, ce qui fait que les raids vikings contre le royaume franc vont vite se multiplier. Cet essor d'attaque viking contre les Francs devient un très gros problème lorsque les hommes du Nord s'aperçoivent qu'ils peuvent remonter les fleuves à partir des côtes, comme en remontant la Seine pour piller la ville de Paris, alors très riche. Charlemagne, roi puis empereur des Francs, à partir de 800, voit naturellement les Vikings comme une grande menace, et a raison, car ces raids vikings vont se perpétuer, et ce même après sa mort en 814, fragilisant encore plus l'empire carolingien, déjà bien affaibli par des crises de succession. Les Francs se feront tellement victimiser par ces Vikings qu'ils devront à chaque fois leur verser d'énormes rançons, afin qu'ils leur fichent la paix durant un moment. Et c'est en 911 que le roi de Francie occidentale, Charles le Simple, se dit que le mieux pour combattre les Vikings, c'est de compter sur des alliés vikings. Charles va donc s'allier avec le dénommé Rollon, un puissant chef viking, et lui proposer un accord. Le roi des Francs donne des terres au chef Rollon, équivalent à la Haute-Normandie actuelle, ce à quoi Rollon doit en contrepartie protéger le royaume franc des attaques vikings, tout en se convertissant au catholicisme. Et contre toute attente, cet accord tient. Rollon devient alors duc de Normandie, se convertit au catholicisme et combat les autres populations vikings, hostiles au royaume franc. On voit alors des populations venues du nord s'installer en Normandie, se mêlant vite à la population franque locale, apportant certaines de leurs pratiques culturelles. À sa mort, Rollon transmet le titre de duc de Normandie à son fils, qui le transmet à son tour à son fils, etc. etc. Le duché de Normandie s'agrandit de plus en plus au détriment de la Bretagne, qui est alors indépendante, et le duc de Normandie devient l'un, si ce n'est le vassal le plus puissant du royaume franc. Mais du coup, quel est le rapport entre Guillaume le Conquérant et les Vikings, me direz-vous? Eh bien, car c'est en 1035 qu'un descendant de Rollon, Guillaume, hérite du duché de Normandie. A l'origine, Guillaume est nommé Guillaume le Bâtard, car son père, Robert le Magnifique, avait plusieurs femmes, ce qui était commun dans la culture scandinave, dont une avec qui ils ont eu le jeune Guillaume. Cependant, pour l'église catholique, ce genre d'enfants, nés hors mariage, sont désignés comme des bâtards, et ne peuvent pas hériter de titres. Vous voyez donc le problème qui se pose. Pour les Normands, Guillaume est un descendant légitime au duché de Normandie, là où l'Église y voit un très gros problème. Mais finalement Robert s'en fout royalement et fait tout de même de Guillaume son héritier. On bat les couilles, frère. Mais tout bascule en 1035, lorsque Robert, le père de Guillaume, meurt lors d'un pèlerinage en direction de Jérusalem, ce qui fait que le jeune Guillaume, âgé de 8 ans, devient duc de Normandie. Guillaume va vivre alors une période difficile. Il est en proie à de nombreux nobles opposés à son accession au duché de Normandie, en vue de son jeune âge et de sa position de bâtard, d'où son surnom de Guillaume le Bâtard. Ce qui fait que le jeune Guillaume passe la majeure partie de son enfance à tenter d'échapper aux nombreuses tentatives d'assassinat envers lui. Ces événements vont profondément marquer le jeune Guillaume, lui forgeant un caractère intrépide. C'est ainsi qu'au fur et à mesure des années, Guillaume affirme de plus en plus son pouvoir au sein du duché de Normandie. Mais du coup, qu'est-ce que ce tartempion de Guillaume est parti faire en Angleterre, me direz-vous? Car décidément, vous vous posez beaucoup de questions. Eh bien, il se trouve qu'à cette époque, le royaume d'Angleterre est en proie à une crise de succession. Le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, n'ayant pas d'héritier, et s'entendant bien avec Guillaume, car ayant passé une bonne partie de sa vie en Normandie, le désigne comme successeur. On peut facilement imaginer que Guillaume était alors très heureux de cette décision. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, car deux autres prétendants vont eux aussi tenter de s'emparer du trône d'Angleterre.
Le premier est Harold Godwinson de Wessex, un anglo-saxon, comte de Wessex, un grand territoire du sud de l'Angleterre, faisant de lui l'homme le plus puissant du royaume, juste derrière le roi. De plus, Harold est le frère d'Edith de Wessex, la femme du défunt roi d'Angleterre, Édouard, cela faisant de lui un prétendant sérieux au titre de roi d'Angleterre. Le deuxième opposant à Guillaume est Harald Hardrada, roi de Norvège, un redoutable viking qui s'est forgé une image de puissant guerrier, notamment en combattant du côté des Byzantins, au sein de la garde varangienne, l'élite de l'armée de l'Empire byzantin. Harald arrive, on ne sait pas trop comment, à remonter une filiation qui fait qu'il se considère comme le successeur légitime du trône d'Angleterre. On a donc trois hommes, Guillaume le Normand, Harold l'Anglo-Saxon et Harald le Norvégien, qui veulent tous les trois une chose, le trône d'Angleterre. Le conflit armé entre ces trois hommes pour le trône d'Angleterre est alors inévitable. Ce qui fait qu'en 1066, lorsque Robert, le roi d'Angleterre, sans héritier, décède, les trois loustics se proclament tous héritiers au trône d'Angleterre, et c'est finalement Harold, l'anglo-saxon, qui est proclamé roi d'Angleterre, soutenu par les nobles anglo-saxons. Évidemment, les deux autres ne sont pas très contents de cette nouvelle, et lèvent leur armée afin de récupérer le trône d'Angleterre. Guillaume va même réussir à obtenir le soutien du pape, qui excommunie Harold, tout fraîchement roi d'Angleterre. Le début des festivités commence lorsque Harald, débarquant de Norvège, commence à envahir le nord de l'Angleterre avec son armée d'environ 15 000 hommes. Sauf qu'Harald fait face à un problème, c'est la première fois qu'il débarque en Angleterre, et il est un peu paumé, ce qui ne va pas l'avantager. C'est le 25 septembre 1066, lors de la bataille de Stamford Bridge, que s'affronte l'armée norvégienne d'Harald et les forces du roi d'Angleterre, Harold. Les Norvégiens en terre inconnue sont totalement déboussolés. C'est une énorme défaite pour eux, et leur chef, le roi Harald, meurt dans la bataille. L'armée anglo-saxonne d'Harold est victorieuse, et ça fait un prétendant en moins au trône d'Angleterre. Bien que cette victoire conforte la légitimité d'Harold de succéder au trône d'Angleterre, ses troupes sont tout de même affaiblies par cette bataille. Surtout que c'est à ce moment que Guillaume et ses troupes arrivent en Angleterre. C'est quelques jours après la bataille de Stamford Bridge, le 28 septembre 1066, que débarque l'armée de Guillaume, au sud de l'Angleterre, prête à en découdre avec les anglo-saxons, tandis que l'armée d'Harold doit se dépêcher de traverser l'Angleterre afin de stopper l'avancée de Guillaume, et ce immédiatement après les combats contre les Norvégiens. Les armées de Guillaume et d'Harold se rencontrent à Hastings le 14 octobre 1066, qui sera une bataille décisive, changeant à jamais le destin de l'Angleterre. Arrivés à Hastings après des jours de marche, les hommes d'Harold arrivent complètement lessivés, ce à quoi il ne faut pas oublier qu'ils ont déjà dû combattre l'armée norvégienne d'Harald quelques jours plus tôt. Les hommes d'Harold, épuisés et désorganisés, se font logiquement vite mettre en déroute par les Normands, menés par Guillaume, et Harold meurt durant la bataille. Harald et Harold étant tous les deux morts, Guillaume est donc le seul prétendant au trône d'Angleterre encore en vie, et il est sacré roi d'Angleterre le 25 décembre 1066. Étant à l'origine un jeune bâtard normand, qui a dû s'imposer comme le duc de Normandie légitime, Guillaume est dorénavant roi d'Angleterre, l'un des hommes les plus puissants d'Europe, et se fait maintenant appeler Guillaume le Conquérant. Maintenant qu'il est roi d'Angleterre, Guillaume doit de nouveau prouver sa légitimité. Il va dans un premier temps autoriser les barons saxons à rester en place, mais ces derniers vont profiter des absences répétées de Guillaume, car celui-ci doit souvent réaliser des allers-retours entre la Normandie et l'Angleterre. En guise de représailles, Guillaume va mater violemment ces révoltes et va en profiter pour dégager définitivement les barons saxons, afin de les remplacer par des barons normands, ce qui fait que la culture normande va progressivement se mêler à la culture anglo-saxonne. De plus, Guillaume va mettre en place une série de réformes afin d'asseoir son pouvoir. Il va imposer le système féodal normand sur l'ensemble de son territoire, fait construire des châteaux forts et fait réaliser un grand inventaire de l'Angleterre, un recensement à l'échelle du royaume, ce qui est exceptionnel pour l'époque. Enfin, Guillaume va rattacher le duché de Normandie au royaume d'Angleterre, ce qui aura deux conséquences majeures. Ayant des terres sur le continent européen par le biais du duché de Normandie, l'Angleterre va progressivement se rapprocher de la politique européenne, alors qu'auparavant celle-ci était plus proche des pays scandinaves. Et surtout, cela marque le point d'ancrage de la rivalité franco-anglaise, qui durera pendant des siècles. Guillaume, en rattachant le duché de Normandie au royaume d'Angleterre, fait que le duché de Normandie n'appartient désormais plus au roi de France, mais au roi d'Angleterre. Cela entraînant de fil en aiguille de nombreux conflits entre la couronne anglaise et la couronne française, qui s'affronteront à de maintes reprises durant les siècles à venir. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo sur la conquête de l'Angleterre de Guillaume le Conquérant vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de futures vidéos. Et sur ce, à plus!